Qui pour accompagner le Paris Saint-Germain sur le podium de Ligue 1? Qui pour rejoindre Montpellier et la Ligue 2? On en parle juste après le générique. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur la causerie. Très heureux de vous retrouver encore une fois pour parler de la Ligue 1, le retour de la vidéo Ligue 1. On l'a pas fait la semaine dernière, malheureusement, on n'a pas pu en sortie de travail international, on a manqué de temps, mais là on est de retour jusqu'à la fin de saison pour parler de Ligue 1 chaque semaine. Et le sprint final se dessine, il va rester 7 journées à peu près, on va dire, dans ce beau championnat qui est la Ligue 1 de football. McDonald's. Qui nous fait rêver de semaine en semaine avec du suspense absolument partout. Et pour m'accompagner, comme d'habitude, Monsieur Melvin. Et là, comment il va? Écoute, très bien, mieux que certains clubs, voilà, eux qui n'ont pas la mentalité Ligue des Champions, d'autres qui n'ont pas la mentalité, professionnelle. Voilà, Oh oui. cible pas du tout le club de l'Hérault qui est dernier. Et en parlant de dernier, voilà, on va avancer sur cette vidéo Ligue 1. Comme chaque semaine, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, nous retrouver sur Spotify maintenant pour nous écouter en podcast. Nous retrouver sur différents réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram notamment. Vous avez les petits réseaux en bas à droite de la vidéo. Et vous abonnez à cette chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, que ce soit foot. Il y a des vidéos un peu spéciales qui sont sorties, un sujet un peu plus froid. On vous remercie pour certains retours. Et vidéos rugby notamment aussi, qui vont sortir prochainement. On va vous afficher le classement de cette Ligue 1 McDonald's de cette saison. Après 27 journées, le PSG est toujours leader et champion. Voilà, comme ça on va le dire. Avec un nouveau dauphin, la personne de l'AS Monaco, 2e, 50 points. Vous voyez qu'il n'y a que 5 points d'écart entre Lyon, 7e et Monaco, 2e. Et en bas du classement, Montpellier, lanterne rouge, quasiment condamné avec 11 points de retard sur le Stade de Reims, premier non relégable. Le Havre est barragiste avec 24 points et a fait le trou sur Saint-Etienne avant-dernier. Voilà pour ce classement après 27 journées. On y reviendra, on le réaffichera ce classement et on va enchaîner sur les pronos de cette 28e journée avec une journée d'ouverture entre Nice et Nantes. Nantes qui s'est fait piéger au Havre la semaine dernière sur une défaite contre un concurrent direct au maintien et qui voit petit à petit cette zone notamment du barragiste, puisque bon, Saint-Etienne reste encore un peu loin des Nantais, mais le Havre est revenu à 3 petits points de Nantes. Dans le Havre, je rappelle, les barragistes. Donc pour Nantes, il y a une urgence de points, mais on le sait, Nantes, quand il faut gagner les matchs importants, ils les gagneront. Le calendrier est tout de même pas simple pour la fin de saison, puisqu'ils vont enchaîner Nice, PSG, Rennes, Toulouse, Angers, Auxerre et Montpellier. Est-ce que tu vois Nantes faire le coup? Est-ce que tu vois Nice assurer? Nice qui est dans la course au podium, qui a perdu à Monaco la semaine dernière, qui a fait match nul contre Auxerre la semaine d'avant, avant la trêve, et qui a perdu à Lyon. Donc on est sur 3 matchs sans victoire pour le GC Nice. Petite panne avant des matchs importants contre des concurrents directs. Ouais, et surtout des matchs où ça se joue à pas grand-chose, mais ça bascule pas en faveur de Nice. Contre Auxerre, ce but, bon, ils sont pas franchement, dans le coup. Monaco, je pensais qu'ils auraient pu faire la bascule et finalement c'est l'inverse. La bonne nouvelle pour eux, c'est qu'ils reçoivent un FC Nantes qui, alors eux, c'est extraordinaire, ce FC Nantes, ça peut gagner contre les gros, mais ça perd contre les petits. Et contre le Havre, ils ont été défensivement d'un niveau très affligeant. Enfin, dans la surface de réparation, concéder 2 pénaltys dans un match, il faut le faire. Tu reviens 2 fois dans le match, tu arrives quand même à en prendre un 3e en fin de rencontre. On louait un petit peu le FC Nantes pour, on va dire, cet état d'esprit de guerrier ou quoi que ce soit qu'ils sont capables de mettre, mais en tout cas dans les grands matchs c'est compliqué. Et le souci pour le FC Nantes, c'est que le calendrier qui arrive, il est quand même très coton. Nice, Paris, Rennes, Toulouse qui peut être, on sait jamais, dans le coup pour l'Europe, ou en tout cas pas encore décroché. Angers, c'est pas la voie qui joue le maintien. Bon, Auxerre, je pense que c'est fait. Et Montpellier, qui jouera en claquette. Mais la fin de saison du FC Nantes, ils vont trembler pour le maintien, comme chaque année, j'ai envie de dire. Comme chaque année, j'ai envie de dire, effectivement. Et bon, le penalty, je crois que c'est le 2e de Sanganté où il touche 2 fois le ballon. Bon, quand c'est le Real Madrid, ça compte. Quand c'est Opa Sanganté que le Havre, ça a moins compté. Anthony Lopez l'a relu en fin de match, mais ça n'excuse pas la prestation défensive nantaise. Et c'est une belle victoire pour le Havre. On reparlera du Havre dans la suite. Je vais quand même mettre Nice qui relève la tête. Tu sais quoi? S'il faut prendre un risque, je pense que je mets le GC Nice ce week-end. Moi, je vais mettre un partout. Allez, le bon partout du vendredi soir qu'on aime bien. Match qui va ouvrir, hop là, qui va ouvrir cette 28e journée de Ligue 1 et ce qui va nous permettre d'enchaîner sur le match du samedi. Le Paris Saint-Germain reçoit le SCO d'Angers. Bon, le PSG déroule en Ligue 1, le PSG est champion. Le PSG aura sûrement la tête tournée à la Ligue des Champions.
Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter sur ce PSG là qui roule, qui a encore. Alors attention, première mi-temps, parce qu'ils font une très mauvaise première mi-temps contre Saint-Etienne, ils se font bouger. Ils font une moins bonne première mi-temps contre Dunkerque en Coupe de France hier. Ils se sont fait bouger, les deux, ils étaient menés au score. Alors je mettre en lumière aussi les bonnes premières mi-temps de Saint-Etienne et Dunkerque, pour pas dire que c'est que le PSG qui fait une mauvaise première mi-temps, faut pas dire ça. Mais attention au PSG, ces entames de match qui n'ont pas été franchement réussis. Après, bon, pour la Ligue 1, ça cartonne. 6 buts contre Saint-Etienne, 3 contre Marseille, 4 contre Rennes, 4 contre Lille, 3 contre Lyon, 4 contre Monaco, 5 contre Brest. Bon voilà, offensivement ça déroule. Angers reste sur 4 défaites consécutives, 5 matchs sans victoire. Et je pense que ça va faire une cinquième défaite consécutive pour le ce week-end. Ouais, parce que en fait, le Paris Saint-Germain, malgré ses trous d'air, ses absences de concentration, en fait, quand ils mettent la machine, ils sont trop forts pour n'importe quelle équipe en France. Hier, ils ont été bien bousculés par une valeureuse équipe de Dunkerque qui, franchement, en première mi-temps, s'il n'y a pas le but de Dembélé, peut-être que le match change Oui. et que Dunkerque peut potentiellement créer l'exploit. Mais voilà, ce PSG a cette force mentale mine de rien, s'accrocher, même s'ils font 45 minutes catastrophiques ou une trentaine de minutes comme ça a été contre Saint-Etienne qui était vraiment pas bonne. Et derrière, ça déroule. Ils ont une force offensive, voilà, c'est l'avantage un petit peu de l'attaque parisienne, c'est qu'en fait, tout le monde peut marquer. Et au final, ça chiffre vite. Et je pense que contre une équipe d'Angers qui n'est pas en confiance, et même si j'ai trouvé un peu mieux face à Rennes, le score il est quand même Il est entre lourd, là, ouais. ils ont quand même des occasions, notamment en deuxième mi-temps. Mais voilà, ils sont en manque d'efficacité. Et j'ai bien peur qu'on contre le PSG, la série se prolonge. Et avec peut-être une fessée en prime. J'ai peur aussi pour Angers que ce soit fessé. On rappelle, vous avez le calendrier devant les yeux, ça fait 7, 11 buts encaissés en 4 matchs, 0 but marqué surtout. Ça, c'est la stat qui fait un petit peu mal. Angers au classement, ils ont quand même 27 points, donc ils ont 3 points d'avance sur le Havre. Va falloir attention à pas se faire peur sur la fin de saison. T'as quand même 7 points d'avance sur Saint-Etienne, et ça, c'est le point positif. Voilà, on verra l'équipe parisienne alignée parce que, bon, après Paris, pour la Ligue 1, quand même deux équipes quasiment assurées. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et la tête sera tournée à la Ligue des Champions et Aston Villa pour les hommes de Luis Enrique. Brest reçoit Monaco dans un match qui est également hyper important dans la course à l'Europe pour les Brestois parce qu'ils sont encore en lice, même s'ils sont un peu loin. Mais les Jokers ne devront plus être grillés si Brest veut croire à l'Europe. Brest, 40 points. Je vous affiche le classement. 8ème à 6 points de Strasbourg, donc c'est pour ça que j'ai dit que Brest peut encore jouer l'Europe, mais va devoir assurer. Monaco est quant à lui la nouvelle deuxième force du championnat de France et va devoir assurer pour garder cette deuxième place synonyme de qualification directe à la phase de Ligue des Champions. Brest reste sur une victoire 4-2 à Toulouse. C'était un super match de foot avec des gros bangers en termes de buts, c'était magnifique. Troisième match consécutif sans défaite pour les Brestois. Une défaite sur les 7 dernières rencontres de Ligue 1 pour Brest. C'est quand même assez intéressant et malgré cette élimination de Ligue des Champions, ce coup peut-être pris sur la tête après les rencontres face au PSG, bah Brest continue à prendre des points en Ligue 1 et ça c'est assez intéressant, ils ont cette régularité, ils sont pas encore en panne physiquement, ils ont encore des ressources et ça c'est quand même cool à voir pour les Brestois et Monaco reste sur 4 matchs sans défaite, 2 victoires consécutives contre un concurrent direct Nice la semaine dernière. Et j'ai envie de dire, Monaco, ce calendrier un peu piégeux pour la fin de saison parce qu'ils vont jouer des concurrents pour le maintien et on sait que Monaco parfois se fait peur un peu tout seul et perd les matchs un peu tout seul. Mais il y a aussi des matchs contre les concurrents directs qu'il faut gagner et une victoire contre Brest les mettrait plutôt bien dans l'option podium et surtout sortirait Brest de la course à l'Europe. Ouais, mais d'abord, revenons un peu sur Brest parce que je trouve que cette saison, mine de rien, ils arrivent Ah ouais. à chaque fois à trouver un peu l'énergie. De l'énergie. Cette semaine, il y avait le petit, Bourgault, passé par Concarneau qui marque, qui montre des bonnes choses. En fait, j'ai l'impression que cette année, Brest, arrive quand même à bien gérer, on va dire, le fait qu'ils ont pas un effectif, hyper extensible ou en tout cas en termes de qualité et de profondeur et ils le font bien avec beaucoup de spontanéité, beaucoup de fraîcheur, en tout cas mentale. Et ils sont récompensés de leurs efforts. Et moi, je me dis, si dans 2, 3 journées, Brest c'est toujours à la lutte pour l'Europe, ils vont vraiment y croire et ils seraient capables d'aller chercher une place dans les 7 et potentiellement jouer une nouvelle Coupe d'Europe qui pourrait aussi un peu changer l'avenir du club parce qu'on parle des rumeurs autour de Grégory Lorenzi, d'Eric Roy qui a toujours pas prolongé son contrat et qui n'a pas d'avancée d'après ce qu'il a dit en conférence de presse. Donc ça pourrait jouer face à eux. Il y a Monaco qui est en quête de rédemption et Monaco doit absolument gagner. C'est crucial. Ils sont un peu dans une phase de mieux, mais pour moi c'est un match un peu test de confirmer justement que on va dire le passage raté traditionnel de Monaco de début d'année soit voilà désormais bien oublié.
Exactement. Je vais mettre la pièce sur le match nul. Voilà. Parce que je me dis que Monaco peut se faire piéger en Bretagne. Moi, je reste sur la victoire de Monaco. Victoire monégasque pour assurer cette deuxième place au championnat. Est-ce que Monaco sera la deuxième force de ce classement? Eh bien, c'est plus savoir des concurrents directs, voir ce que les concurrents directs peuvent proposer que Monaco lui-même. Je pense qu'il faudra surveiller. Ils nous ont monté du très très bon cette saison les Monégasques, mais du très mauvais aussi par phase, donc attention à eux. On enchaîne. Un match aussi très important dans la course à l'Europe et dans la course au podium, c'est Lille qui se déplace du côté du Groupama Stadium de Lyon. Lyon est 7ème du championnat avec 45 points. Lille est à 47 points, à 3 petits points de Monaco. Lille est 5ème. Lille a connu une petite période un peu avide, enchaînant victoire-défaite, victoire-défaite ces 4 dernières journées. Victoire tout de même dans le derby New York face à Lens. Ils se remettent d'aplomb après la défaite avant la trêve du côté du FC Nantes. Lille également, calendrier pas hyper simple pour la fin de saison. Tu joues quand même des concurrents directs, notamment avec l'Olympique de Marseille. Le seul concurrent direct que tu vas jouer normalement avec l'Olympique Lyonnais ce week-end. Pour Lyon, eh bien c'est simple. Lyon a pris une valise du côté de Toulouse, défaite 4-2 pour les Lyonnais. Et pourtant, paradoxalement, j'ai Strasbourg. Strasbourg, oui, pardon. Et paradoxalement, j'ai trouvé que c'était la meilleure première mi-temps de l'Olympique Lyonnais cette saison, avant qu'ils explosent totalement en seconde. Il y a des choses intéressantes dans ce Lyon-là. Je trouve que le score ne reflète pas forcément la performance, notamment en première mi-temps. Donc attention à cet Olympique Lyonnais-là qui pourrait s'immiscer dans cette lutte pour le podium. Et quand tu vois les finances du club, alors je suis pas expert financier, mais je pense que cette qualification avec des champions serait le bienvenu pour John Textor. Oui, mais paradoxalement, en fait, le match contre Strasbourg résume un peu la saison lyonnaise. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes choses, mais qui peuvent rapidement exploser. Et défensivement, la deuxième mi-temps est un naufrage complet. Donc, est-ce que ce Lyon, avec ses fragilités, peut être sur le podium? Moi, je reste toujours persuadé que le top 4 me paraît trop compliqué pour Lyon. Maintenant, 5e, 6e, ce sera déjà une bonne saison par rapport à ce qu'ils ont fait aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a la Ligue Europa, qui veut leur prendre de l'énergie, avec un quart de finale contre Manchester United, où ils ont quand même une chance de passer, même s'ils sont loin d'être le favori. Ils seront peut-être un peu trop mobilisés. Donc pour moi, je vois un match nul, mais je vois pas Lyon aller l'emporter contre un Lille qui me semble quand même avoir plus d'arguments pour terminer sur le podium que son adversaire de la semaine. Lyon, vous le voyez, 37 buts encaissés depuis le début de saison, c'est la pire défense du top 7, du coup, tout simplement. Avec Strasbourg, mais voilà, ça montre aussi quelques petites fragilités lyonnaises défensivement. Notamment ces derniers temps où ils ont pris 4 à Strasbourg, 2 contre le Havre, qui n'était pas non plus une grosse force offensive. Il va falloir se méfier, mais bon, pour Lyon, moi je trouve que il va manquer peut-être de cette assise défensive et retour de trêve aussi. Je me dis peut-être que les joueurs qui étaient partis en sélection, peuvent aussi peut-être un petit peu être un peu sur les rotules aussi. L'enchaînement des matchs peut peser aussi dans cette fin de saison. Et je vais mettre la pièce sur la victoire lyonnaise. Moi, tu sais quoi? Souvent, mais je vais la jouer. On sait jamais. J'y crois peu, mais ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, suivez-nous sur TikTok parce que j'ai fait une petite vidéo qui sera bientôt postée sur un Lyonnais. Ça leur fera plaisir aux supporters lyonnais pour leur rappeler le bon vieux temps. Parlons de Lens et Saint-Etienne, deux équipes qui ont des choses importantes à jouer. Enfin, pour Lens, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à jouer en cette fin de saison, puisqu'ils sont 9e du championnat avec 39 points. Ils sont au milieu, à leur place, loin de la lutte pour le maintien, mais loin de la lutte pour l'Europe également. Je pense que Lens finira dans ces eaux-là. Je trouve que leur place, c'est à l'image de leur saison, milieu de tableau, stabilisé, tranquillement. Saint-Etienne, lui, va falloir commencer à gagner, parce que Saint-Etienne est désormais à 6 points de Reims et à 4 du Havre. Les défaites seront cruciales pour les Verts dans cette fin de saison. À noter également qu'ils ont encaissé 63 buts et c'est devenu la pire défense du championnat après cette déroute contre le Paris Saint-Germain. C'est dommage parce que la première mi-temps était très bonne. Il y a évidemment le match contre Montpellier, qui n'est pas encore compté, mais je pense que Saint-Etienne devrait prendre la victoire, alors que sur tapis vert ou si le match est rejoué. Donc peut-être que potentiellement il faut rajouter 3 points à Saint-Etienne et du coup ils sont à 1 point du Havre, ce qui change pas mal la donne. Est-ce qu'ils condamnent encore plus Montpellier? Mais ça c'est un autre débat. Et tu vas affronter un Racing Club de Lens, finalement, qui est toujours minimaliste. Hein. C'est gagne 1-0, défaite 1-0 pour le Racing Club de Lens sur ces 3 dernières journées. Lens n'a pas grand-chose à jouer, est-ce qu'ils voudront bien finir la saison, je pense. Whisky a peut-être tenté des choses pour préparation de la saison prochaine. Pour Saint-Etienne, même chose, hein, tu n'as plus gagné depuis le 4 janvier et ce match contre Reims. Et là, ça commence à faire beaucoup. Et le premier match d'Eric Corneland. Oui. Ça fait loin. Depuis ces défaites quasiment.
Bon, le match contre Montpellier, je pense qu'il sera compté 3 points supplémentaires. Contre Paris, alors le fait que Paris est trop fort, et voilà, Saint-Etienne, on le répète chaque semaine, là tu avais une attaque de niveau Ligue des Champions et top Ligue des Champions contre une défense moyenne de Ligue 2. Voilà, donc forcément ça chiffre, et ça continuera à chiffrer. Voilà, bon, pour moi Saint-Etienne, ils doivent cocher des matchs comme contre Reims. Voilà, le match contre Brest. Déjà, essayer de faire le point à domicile et essayer d'aller arracher un résultat. Contre Lens, ça me semble quand même compliqué. Je suis pas sûr que Lens soit définitivement écarté de la course à l'Europe, même si pour moi, ils sont très loin de pouvoir d'avoir ne serait-ce le niveau pour y participer. Mais voilà, pour moi, je pense que Lens va l'emporter face à des Stéphanois, on va dire, dépassés par leur lacune. Je suis assez d'accord avec ça. Et Saint-Etienne, quand tu vois le calendrier, je trouve que le calendrier il est pas simple pour cette fin de saison. Parce qu'à part Reims, qui est un concurrent direct, d'ailleurs tu vas jouer Lyon qui sera sûrement en lutte pour l'Europe, Strasbourg qui sera en lutte pour l'Europe, Monaco qui sera en lutte pour le podium, Brest en fonction de ce qu'ils auront joué, on ne sait pas. Et Toulouse, bon, je sais pas si à la dernière journée ils auront quelque chose à jouer. Mais ça reste très chiant à jouer. Donc pour Saint-Etienne, ouais, je sais pas si les supporters stéphanois sont très optimistes. Mais ça commence à être compliqué. Je voulais comparer les XG. Enfin, la différence entre XG provoqué et XG concédé, déjà Saint-Etienne est à moins 32 puisqu'ils ont concédé 60,1 pour 60,1 d'XG. Donc c'est le nombre de XG concédés. Pour 28 XG provoqués, c'est-à-dire que Saint-Etienne est celle qui se provoque le moins d'occasions et celle qui subit le plus en Ligue 1. Voilà, comme ça vous avez l'équipe parfaite. Et pourtant, ils sont devant Montpellier largement. Donc c'est quand même pas mal. Mais je vais afficher au classement bien parce qu'il était dégueulasse à l'écran. Voilà pour Saint-Étienne, XGA 60.1 et XG 28. Voilà, c'est la pire équipe dans ces domaines-là. Pourtant, Saint-Etienne est avant-dernier. Donc, j'avoue que je suis un peu pessimiste pour Saint-Etienne. Je voyais bien mieux faire et cette saison va quand même mettre en lumière des carences au niveau recrutement. Il reste 3 matchs à domicile, je crois, pour Saint-Etienne. 4 matchs à domicile. Il reste Brest, Lyon, Monaco et Toulouse. Voilà, les points, il va falloir les prendre là. Et il va falloir compter sur Geoffroy Guichard pour les prendre. Et je vais quand même le mettre le match nul parce que j'ai vu Lens. Alors, faut regarder dans les faits, mais c'est un. C'est quelque chose. Et j'ai l'impression qu'ils perdent souvent contre les concurrents directs au maintien. Enfin, les concurrents du maintien. Ouais, ils ont été accrochés à. Ils ont perdu à Nantes et perdu contre le Havre. C'est ces deux derniers matchs contre des concurrents pour le maintien. Donc à voir si ça va se prolonger. Mais je vais jouer le match nul. Je joue le petit point pour Saint-Étienne. Avec un petit match à but, allez, pour le fun et pour avoir un samedi ou un dimanche, pardon, plutôt sympathique. On va enchaîner sur un Reims-Strasbourg, qui là aussi, et ben voilà, on se demandait contre qui Reims pouvait se relancer. Et ben Reims s'est relancé contre l'Olympique de Marseille. Et de fort belle manière, Reims a mis fin à quand même plusieurs mois de disette. Reims n'avait plus gagné depuis le 10 novembre 2024, c'était au Havre, c'était une victoire 3-0. Et bien Reims a renouvelé avec le succès en ce 29 mars 2025 de victoire 3-1 du côté d'Auguste Delaune face à l'Olympique de Marseille. Et Reims s'est enfin donné de l'air, sauf que face à eux maintenant c'est désormais Strasbourg qui se dresse devant leur chemin. Strasbourg qui a enchaîné un 7e match consécutif sans défaite, une 4e victoire consécutive contre Lyon. Et si Strasbourg s'invitait dans la course au podium? Ça peut, parce que Ah ouais. le côté positif des jeunes, c'est qu'ils se posent pas de questions. Il y a une forme de maîtrise assez paradoxale, je trouve, défensivement de la part de Strasbourg. Ils ont trouvé un schéma défensif et ça fonctionne très bien. Et pour moi, cette équipe peut vraiment jouer les troubles faits et elle mérite d'être européenne à la fin de saison. Donc voilà, moi je pense que ça va quand même aller sur un match nul parce que Reims est quand même capable de montrer des bonnes choses comme quand ils le veulent, ce qui est assez rare cette saison. Ah oui. Mais voilà, ce Strasbourg est très emballant, fait vraiment des très très belles performances. Il y a une forme de maturité qui est quand même assez impressionnante pour un groupe aussi jeune. Donc franchement, chapeau pour ce que fait Strasbourg. Voilà, pour moi, c'est l'une des révélations de cette saison, si ce n'est la révélation. Alors moi c'est la révélation de la saison très clairement, parce que je les avais mis au fond du trou. Je me suis bien planté sur Strasbourg et je suis bien content de m'être trompé parce que c'est très agréable à regarder. Et je suis très content de la très bonne saison d'Ilan Bako, encore une fois. Reims, le calendrier est plutôt favorable dans le sens où tu vas jouer quand même des concurrents au maintien. Alors il est compliqué le calendrier, mais tu joues Montpellier, tu joues Saint-Etienne. Donc c'est des points peut-être que tu peux te dire je vais prendre et ça t'assurera définitivement le maintien. Mais en tout cas le club de Champagne-Ardenne, je vais y arriver, va trembler jusqu'à la fin de saison. Je vais mettre... il faut que je mette une pièce. Je vais mettre la pièce sur Strasbourg quand même.
Voilà. Même si Reims peut enclencher une dynamique, ça me surprendrait pas de les voir choper des points. Tu mets le match nul, écoute, on va partir sur ça et on va enchaîner sur ce bon Rennes AJ Auxerre. Voilà, désormais Rennes est dans le multiplex pour vous dire à quel point la saison rennaise est compliquée. Mais Rennes s'était un peu relancé avec l'arrivée d'Habib Beye. C'est bien mieux ce que propose le Stade Rennais depuis plusieurs mois. Et Rennes se donne un peu d'air. Alors, où est-ce que peut finir Rennes? Je sais pas, du mieux possible, je dirais. C'est peut-être le leitmotiv qu'a donné Habib Beye et ses joueurs. Rennes resté sur 2 défaites consécutives, s'est relancé face à Angers 3-0. On a dit que le score était peut-être un peu trompeur par rapport à la physionomie du match. Voilà, c'est 2 équipes de milieu de tableau. Auxerre s'est imposé tranquillement à Montpellier sur la plus petite démarche. Voilà, ces 2 équipes. Auxerre 10e 35 points, Rennes 12e 32 points. C'est des équipes qui finiront au milieu de tableau. Donc c'est un peu le match, j'ai envie de te dire, il compte pas vraiment dans les enjeux, quoi. Oui, mais après, je pense que Rennes a déjà basculé un peu sur la saison prochaine. Il y a quand Oui. même des renseignements positifs. L'émergence des jeunes, notamment du centre de formation, Jacquet, Cissé, qui apportent quelque chose. Voilà, je pense que Rennes est déjà en rodage la saison prochaine. Mais Auxerre, en fait, doit aller grappiller les quelques points qui lui remontent pour le maintien, même si avec cette victoire contre Montpellier, ils ont fait encore un grand pas vers ce maintien qui est tout à fait mérité. Mérité à plus d'un titre par rapport à la saison qu'ils font, par rapport au recrutement qu'ils ont fait qui est très intéressant et qui a très bien fonctionné, et au projet du club qui pour l'instant fonctionne très bien. Ça c'est pour Auxerre. Côté Rennais, voilà, contre Angers, franchement, à un moment donné, j'ai bien cru qu'Angers allait égaliser, et je me suis dit, bon, ça va paniquer. Donc pour moi, je vois Rennes l'emporter contre Auxerre, parce qu'ils ont besoin de victoires de confirmer. Mais oui, là, très clairement, tu es dans la phase de la saison prochaine, mais il va falloir montrer autre chose, parce que ce Rennes-là est encore très, très, très et trop fragile pour être un prétendant à l'Europe, en tout cas désigné. Oui, il y a encore du boulot pour Habib Beye, ça c'est clair. Mais on va dire qu'on est sur... bon, après, est-ce qu'on pouvait faire pire que l'Air Sampaoli? Je sais pas. On va dire qu'il y a un peu de mieux ces dernières semaines, même si c'est vrai que le match contre Angers était pas non plus hyper rassurant. Mais tu vois que même quand t'es pas rassurant, t'avais gagné 3-0, même si, voilà. Profiter pardon, de la friabilité du SCO. Donc à voir. Match crucial pour la lutte pour le maintien. Montpellier reçoit le Havre. Alors Montpellier, bon, j'ai pas envie de dire qu'ils sont déjà condamnés. J'y crois moyennas quand même. J'y croyais déjà pas beaucoup, mais là j'y crois encore moins. Par contre pour le Havre, il y a un vrai coup à jouer ce week-end. Il faut prendre des points pour les Havrais s'ils veulent tout simplement sortir de cette zone rouge. Je vous affiche la courbe du Havre cette saison. Le Havre est dans la zone rouge, barragiste compris, depuis la 13e journée. Voilà, c'était un match contre Angers. Donc le Havre a l'occasion, plus de 10 journées après, de sortir de cette zone rouge en cas de mauvais résultat de Reims et de victoire du côté de Montpellier. Sachant que derrière, quand tu vois les adversaires du Havre, Rennes, Paris, Monaco, Auxerre, Marseille, Strasbourg, le calendrier n'est pas simple du tout pour la fin de saison pour les Havrais, donc il va falloir prendre des points contre des concurrents directs. Et j'ai envie de dire, la défaite condamne Montpellier, mais Montpellier est déjà condamné en réalité. Oui, totalement. Totalement, parce qu'il n'y a plus dans l'état d'esprit, il y avait, voilà, entre l'état d'esprit et puis le niveau qui est quand même très, 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 très faible. Il n'y a plus rien. Et là, la fin de saison va être la croix et la bannière. J'espère pour le Havre qu'il n'y aura pas un regain de Montpellier sur ce type de match. Parce que le Havre, en cas de victoire, là, prend 6 points qui sont mais, importantissimes dans la course au maintien et qui pourraient potentiellement leur permettre de quitter cette 16e place où tu es quand même menacé par une descente. Moi, je vais aller sur la victoire du Havre parce qu'ils montrent des bonnes choses depuis fin janvier et la fin de leur recrutement. Voilà, et je trouve qu'ils ont quand même beaucoup plus de qualité, beaucoup plus d'esprit que ce piteux Montpellier, malheureusement, pour les supporters révoltés. Ouais, et je souhaite bien du courage aux supporters montpelliérains parce que cette saison est longue et affreuse pour Montpellier. Et surtout que la saison prochaine en Ligue 2, autant si tu avais un nouveau projet qui allait s'enclencher, là je vois pas trop ce qui va être enclenché à Montpellier. À voir si les hommes changent cet été du côté de l'Hérault, ce sera quand même intéressant à suivre. Dernière affiche, c'est dimanche 20h45. L'affiche du prime time de cette 28e journée de Ligue 1, c'est l'Olympique de Marseille qui reçoit le TFC. Panne sèche du côté de Marseille depuis plusieurs semaines. C'est tout simplement l'une des pires séries. C'est la pire série depuis le début de saison. 3e défaite consécutive à Reims la semaine passée. Oui, Marseille a relancé Reims, mais c'est quand même un miracle, on va dire, quand tu vois la forme du stade de Reims, que d'arriver à se relancer face à Marseille. Marseille qui a perdu, dilapidé toute l'avance qu'ils avaient construit dans cette course au podium à la 2e place. Face à eux,
Eh bien, Toulouse n'avance plus non plus. 3e match sans victoire, 2e défaite consécutive. Encore pas mal de buts encaissés. C'était un match fou, on l'a dit contre Brest. Mais Toulouse en sort perdant. Et ces deux équipes se ressemblent sur un point. C'est des équipes qui se provoquent pas mal d'occasions, pas mal de XG provoqués et très peu d'efficacité, que ce soit offensivement ou défensivement. Toulouse, on l'avait déjà souligné depuis le début de saison, c'est une équipe qui est inefficace au possible dans les deux surfaces. Et Marseille, ça commence à se dessiner aussi petit à petit. On l'a vu contre Reims, énormément dominer, énormément avoir le ballon, être très stérile, se provoquer des situations qui ne le transforment pas en occasion et qui ne transforment pas en but et d'ailleurs te faire punir. Marseille a beaucoup de soucis. Marseille est sur une pente, surtout une dynamique descendante pardon, pour la fin de saison. Et ça peut être important à prendre en compte, surtout quand tu sais que pour Marseille, derrière Toulouse, c'est Monaco et c'est un concurrent direct et ça peut faire mal, sachant qu'il te reste aussi Lille à jouer et des concurrents comme Le Havre qui va jouer son maintien crânement. Ça peut être une fin de saison un peu compliquée pour De Zerbi. Il va falloir trouver des choses parce que Marseille n'avance plus. Oui, n'avance plus et en fait, les problèmes soulignés l'année dernière, avec un tout autre groupe, se répercutent sur cette saison. C'est-à-dire l'état d'esprit, avec un peu de suffisance, voilà, Marseille est capable de sortir une prestation aussi piteuse qu'on a vu contre Reims. Relancer ce stade de Reims, fallait le faire. Oui. Donc cet OM-là, aujourd'hui, doit vite tirer la sonnette d'alarme parce que une place hors du top 4, financièrement, ça va être très compliqué. Il y a quand même des très 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 gros investissements cette saison, hein. Les salaires de Rabiot, Holberg, Greenwood, ça va être compliqué. Et j'ai l'impression qu'on est bien encore reparti pour un nouveau mercato de lessiveuse. Je sais pas honnêtement comment ça va se passer pour Marseille. J'étais plutôt hype pour ce mercato. Moi, je trouvais qu'il manquait un défenseur central d'expérience. Quand on voit le niveau défensif de l'Olympique de Marseille ces dernières semaines, déjà cette saison globalement, je les ai pas trouvés très sereins sur certaines phases, mais alors là, depuis quelques semaines, c'est quand même catastrophique. Rouly rentre un peu dans le rang. En fait, il sort plus des performances stratosphériques, il sort des performances normales. Il est pas mauvais, Rouly, mais juste il peut pas compenser et mettre tous les sparadraps sur toutes les failles qu'il y a dans le bateau défensif olympien. Et moi, j'ai un gros problème sur l'apport défensif de ces milieux de terrain. Il y a plein de séquences qui sont disponibles sur les réseaux, sur des vidéos à droite à gauche sur YouTube, de plein d'autres personnes bien plus compétentes que moi pour vous montrer les failles défensives et surtout le non-apport défensif de ces milieux de terrain marseillais qui ne viennent en aucun cas compenser les percées dans l'axe de certains joueurs. Là, encore une fois, il y a une très bonne analyse qui était sortie sur Twitter, sur une vidéo, sur aussi le non-apport des ailiers marseillais défensivement face à Reims ce week-end, notamment Luis Enrique. Et en fait, c'est le bloc marseillais qui n'est absolument pas compact, qui est totalement friable. Et De Zerbi va devoir retrouver des choses pour retrouver cette acidité défensive, cette solidité défensive, pardon, parce que tu vas en avoir besoin face à Toulouse, qui est une équipe qui se provoque pas mal d'occasions. Certes, Toulouse manque d'efficacité, mais Toulouse, ils vont avoir des occasions ce week-end et il y en a bien une ou deux qui vont mettre, hein, de toute façon. Donc derrière, si toi, tu n'arrives pas à marquer, tu vas encore te faire punir. T'as quasiment tout dit, hein. Honnêtement, ce match, tu ne dois pas le perdre. Parce que là derrière, tu es dans une situation très 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 compliquée. Tu as des problèmes défensifs, notamment défense centrale. Balerdi, quand même pièce majeure. Moi, cet OM-là m'inquiète beaucoup. Et m'inquiète, à la limite, pour le top 4, je pense qu'ils sont capables de l'obtenir. Mais c'est pour la saison d'après, pour la Ligue des Champions. Parce que ces trous d'air, en Ligue des Champions, ça ne pardonnera pas. Exactement. Et moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est quand tu vois les XGA, donc c'est les XG concédés par l'Olympique de Marseille sur les matchs. Quand on concède 1 contre Reims, tu prends 3 buts. 2-6 contre le PSG, tu prends 3 buts. 0-9 contre Lens, tu en prends 1. Enfin, je veux dire, tu concèdes pas beaucoup, mais tu prends beaucoup de buts. Donc il y a un problème. Et pareil pour les buts, c'est un peu misère. De misère en face, et l'efficacité offensive n'est pas non plus présente. Donc pour ce Marseille-là, c'est quand même assez inquiétant. Quand on voit les IGA notamment, et cette friabilité défensive de l'Olympique de Marseille. Voir si ça tient sur ce top 4 là. Pour le classement, je vous l'affiche de suite. Marseille à 49 points, c'est 3 points d'avance sur Strasbourg 6ème. Attention à ne pas se faire punir sur la fin de saison, parce que le calendrier, il y aura des chassés croisés entre certains adversaires de ce top 6 qui pourraient rendre cette lutte particulièrement intéressante pour nous suiveurs. Qu'est-ce que fait Marseille ce week-end? Je vais mettre match nul. Je vais mettre que Toulouse peut quand même aller gratter un point. On n'a pas parlé de Toulouse, hein. Victoire, tu me dis? Ouais, victoire de Marseille. Victoire de l'Olympique de Marseille. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de Toulouse, mais Toulouse est une équipe. Il y a quand même des choses à jouer, je pense. Dans cette fin de saison-là, je affiche au classement le TEF. Et avec 34 points, 11ème de Ligue 1, bon, c'est simple. Si Toulouse veut croire en une potentielle qualification pour la Coupe d'Europe,
ou au moins de la première partie de tableau. Il ne faut plus perdre et il faut endiguer cette mauvaise série pour les Toulousains qui, on l'a dit, est une équipe qui est absolument inefficace au possible sur les deux surfaces. Voilà pour cette 28e journée de Ligue 1. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez donner vos pronoms en commentaire, liker cette vidéo, vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines, ça nous soutient. Ça met en avant les vidéos, je sais que tous les gens sur YouTube le disent, mais c'est vrai. C'est la seule manière d'être bien référencé, c'est d'avoir des petits coms, un petit like, un petit abonnement, ça fait plaisir. Vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux qui sont en bas à gauche de cet écran pour différents contenus. Nous retrouver en podcast sur Spotify si vous n'avez pas envie de voir notre rogne, c'est quand même vachement mieux. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Il y a une vidéo rugby qui va sortir quand même sur cette fin de semaine pour ceux pour qui le ballon ovale est intéressant. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour reparler Ligue 1. Ciao tout le monde!